On s'intéresse ce soir à la situation humanitaire au Liban. Le sujet était hier au cœur d'une conférence internationale de soutien au pays. 70 États et organisations se sont retrouvés à Paris, en France, à l'initiative du président Emmanuel Macron. L'initiative a permis de rassembler 1 milliard de dollars de promesses de dons pour le Liban, 800 millions précisément pour l'aide humanitaire et 200 millions pour l'armée libanaise. Bonsoir Sonia Ben Salem, merci beaucoup d'être avec nous. Vous travaillez à Beyrouth pour l'ONG Action contre la faim. Vous êtes aussi coordinatrice de plaidoyer et nous avons le plaisir d'être également avec Anne Herry. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du plaidoyer à Handicap International, une autre organisation non gouvernementale. D'abord, une première réaction sur ce milliard de dollars promis au Liban. Sonia Ben Salem, la somme est-elle, selon vous, à la hauteur de l'enjeu ? Alors, merci beaucoup de m'accueillir sur ce plateau. Oui, en effet, nous avions des estimations d'à peu près 400 000 millions d'euros nécessaires à l'aide humanitaire au Liban pour les personnes déplacées. Ouais, ça, c'est ce qui avait été effectivement chiffré par l'ONU. Par l'ONU, exactement, avec des organisations internationales et locales comme la nôtre. Mais bien sûr, nous savons que ce montant n'est pas suffisant. Il ne couvre pas les besoins des personnes qui sont encore coincées dans les zones de conflit. Donc, dans les zones de conflit actifs, qui n'ont pas pu se déplacer dans certaines zones. Et il ne couvre pas non plus les besoins de l'hiver qui arrivent ou la couverture de certains besoins sanitaires en rapport avec certaines crises que l'on attend, comme le premier cas de choléra qui a été identifié et les risques de pandémie. Donc, de notre côté, nous réjouissons bien sûr de ce montant qui est considérable, mais le problème va rester le même, c'est-à-dire l'acheminement de ces besoins, de ces dons dans les zones de conflit actifs et s'assurer de la sécurité des personnes civiles, s'assurer de la sécurité des personnels médicaux comme humanitaires lorsque nous allons distribuer ces dons et bien sûr de s'assurer que le conflit ne perdure pas, puisque les besoins ne vont faire qu'augmenter au fur et à mesure du temps, tant qu'une solution et un cessez-le-feu n'est pas mise en place. Anne Herry, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Vous êtes satisfaite, vous, en tant qu'humanitaire, en tant que représentante d'organisation humanitaire, par cette annonce quand même de 800 millions de dollars pour l'aide humanitaire au Liban, ou vous émettez aussi quelques réserves? Écoutez, cette conférence, elle a eu le mérite, effectivement, qui est une mobilisation de moyens. Ça reste des promesses. Elle a eu le mérite de mettre l'humanitaire à l'agenda. Mais en fait, on ne peut pas travailler sous les bombes. Donc, ce n'est pas une conférence humanitaire qui va arrêter la guerre. Et en fait, pour l'instant, l'acheminement, l'accès humanitaire au Liban est rendu extrêmement difficile. Les routes sont impraticables, les bombardements sont incessants. Cette nuit encore, il y a eu 13 frappes sur Beyrouth et la banlieue. Ça veut dire concrètement que l'accès humanitaire, il est difficile, on le sait, dans le sud du Liban, où effectivement il y a des affrontements quotidiens entre le Hezbollah et l'armée libanaise, mais il est difficile aussi dans la banlieue sud de Beyrouth? Il n'y a pas d'endroit sûr au Liban, en fait. Il faut savoir il y a une atmosphère extrêmement oppressante, ce que nous disent nos équipes. On entend les drones qui survolent en permanence, le bruit des frappes et des bombardements sans arrêt, des personnes déplacées partout. Il y a des files de voitures garées le long des routes, de gens qui ne savent plus où aller. Donc c'est extrêmement difficile de travailler dans ces conditions. Et donc ce qu'on attendait de cette conférence, c'est des engagements politiques forts pour un cessez-le-feu, pour permettre l'accès humanitaire. Et ça n'a pas été du tout un des résultats de cette conférence. Sonia Ben Salem, en août, votre ONG Action contre la faim avait suspendu temporairement certaines de ses activités dans le sud du Liban. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors, on a repris, bien sûr, nos activités à la suite de ces événements-là. Mais malheureusement, il y a 2 jours, la ville de Tyr a été évacuée et de nombreux bombardements ont eu lieu. Et ce, à quelques mètres de nos bureaux. Donc nos bureaux étaient évacués. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de vous dire à quel moment nous allons pouvoir retourner dans cette zone. Nous essayons de nous assurer de la sécurité de nos équipes en premier et de nous assurer aussi de la sécurité des partenaires et des personnes qui sont dans ces zones. Donc aujourd'hui, on travaille depuis Saïda, qui est une ville qui est un peu plus sur la côte, mais toujours dans le sud du Liban, avec quelques distributions qui seront faites par convoi et aussi, bien sûr, des
quelques activités qui sont encore en cours. Par exemple, nous avons une cuisine qui est active à Hermèche. C'est une ville qui est proche de la frontière, donc très très loin. Mais nous suivons ça un peu à distance et nous avons des équipes locales qui sont toujours sur le terrain. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir vous dire à quel moment nous allons pouvoir retourner dans ces zones-là. Alors justement, aujourd'hui, le Premier ministre libanais Najib Mikati a eu des mots très forts. Il accuse Israël de crimes de guerre après cette frappe qui a tué 3 journalistes dans le sud du pays. Il y a aussi eu des mots très très forts du ministre libanais de la Santé qui, lui, dénonce des attaques répétées de l'armée israélienne contre le système de santé libanais. Il parle même d'attaques directes et intentionnelles contre les soignants. Je vous propose qu'on l'écoute. Le nombre total de secouristes et de soignants tués s'élève à ce jour à 163. 272 autres ont été blessés. Le nombre de centres médicaux visés est de 51. Le nombre d'ambulances visées est de 158. Le nombre de camions de pompiers visés est de 57. Et le nombre de véhicules de secours visés est de 15. Anne-Éric, est-ce que ça vous inspire, vous, ces frappes contre le personnel médical? Est-ce que ça suscite, j'imagine que oui, des craintes par rapport au personnel d'handicap international qui peut lui aussi effectivement être visé par des... Bien entendu, on est vraiment dans une situation d'érosion du droit international humanitaire. La protection des civils, c'est un des principes fondamentaux du droit international humanitaire. Là, on voit un schéma qui se déroule à Gaza, qui est en train de se répéter au Liban. Les deux crises sont très étroitement liées. Les équipes de handicap international, nous aussi, nos équipes sont extrêmement touchées par ces frappes et sont déplacées. Donc, nous essayons de leur venir en aide. On pense aussi aux populations les plus vulnérables, les personnes handicapées, les personnes âgées qui se trouvent dans des zones soumises à des bombardements et il y a des ordres d'évacuation qui sont très aléatoires. Mais ces personnes... Ces personnes n'ont que quelques minutes parfois pour fuir. Comment ça se passe justement pour ces personnes handicapées, pour ces personnes âgées? En fait, c'est dramatique parce que ces personnes, en fait, elles ne peuvent pas fuir. Elles se sentent en plus coupables du fait que leurs familles doivent rester également dans des situations très dangereuses pour rester auprès d'elles. Donc, et en même temps, une fois qu'il y a eu ces ordres d'évacuation, alors on considère que la zone est évacuée, donc on peut bombarder intensément. Donc nous, on demande vraiment l'arrêt des bombardements, mettre fin aux bombardements dans ces zones urbaines, ces zones peuplées. Et on a rejoint cet appel de 150 ONG pour demander un cessez-le-feu immédiat, durable, au Liban, en Israël, à Gaza, parce que c'est la seule condition qui permettra aux organisations humanitaires que nous sommes d'intervenir et d'apporter une aide humanitaire. On est vraiment dans une situation absolument effarante et dramatique. Sonia Ben Salem, vous travaillez à Beyrouth. On parle aujourd'hui de 800 000 à 1,3 million de déplacés à l'intérieur du Liban. Comment est-ce que se passe votre quotidien d'acteur humanitaire quand vous êtes dans le pays ? Alors nous, c'est vrai qu'en tant qu'Action contre la faim, nous avons des équipes à Beyrouth, donc qui travaillent avec les déplacés qui se trouvent dans Beyrouth ou dans ce qu'on appelle le Mont Liban, donc c'est une zone un peu au nord de Beyrouth. Mais nous avons aussi des équipes toujours dans le sud, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et dans la Bekaa, donc vers l'est du pays, proche de la frontière avec la Syrie. Donc toutes nos équipes sont bien sûr suivies et nous faisons attention que les déplacements soient faits dans un cadre autant que l'on peut sécurité, puisque comme l'a mentionné ma collègue, c'est presque impossible de s'assurer de la sécurité de nos équipes à 100%, du fait des bombardements qui sont faits sans avertissement parfois. Donc la situation est difficile, c'est vrai. Nous continuons à travailler. Les vérifications, les notifications se font au jour le jour pour savoir si une zone est sécurisée, si nous pouvons y aller, si nous ne pouvons pas. Donc tous les matins, nous avons un rendez-vous avec nos équipes pour vérifier la possibilité d'aller dans la localité vers laquelle on avait planifié de distribuer de l'aide. Donc c'est vraiment au jour le jour. Et un travail au jour le jour. Une question quand même pour revenir à ce sujet des déplacés. On sait que la plupart aujourd'hui sont abrités dans des écoles publiques libanaises. La rentrée scolaire pour les écoliers et écolières a donc été repoussée au 4 novembre. Selon vous, cette rentrée scolaire va-t-elle pouvoir se tenir le 4 novembre comme annoncé ?
Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits aujourd'hui pour trouver des refuges équipés qui seraient des options alternatives aux écoles. Il est très difficile aujourd'hui d'organiser ces déplacements. Nous avons besoin de zones sécurisées, de refuges, comme je disais, équipés avec un système d'isolation suffisant puisque l'hiver arrive, l'hiver approche, des conditions sanitaires suffisantes parce que dans beaucoup d'écoles, il n'y a pas assez de toilettes, il n'y a pas assez de douches, etc. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de savoir si nous allons pouvoir effectuer ces déplacements. On parle aujourd'hui de à peu près 1000 refuges qui sont... 1000 écoles qui sont mises à contribution pour accueillir ces déplacés, donc qui ne peuvent pas remplir leur mission éducative. Ce sont 1000 refuges et à peu près 500 écoles. Donc le reste, ce sont des municipalités ou des locaux publics administratifs ou même des locaux privés où certains propriétaires ont choisi d'ouvrir leurs immeubles. Mais ce sont quand même à peu près 500 écoles qui sont aujourd'hui dans la capacité de reprendre les cours en novembre. Anne Herrier, Amnesty International, donc une autre ONG, dit craindre que le Liban ne connaisse la même situation dramatique que dans la bande de Gaza. Selon vous, un tel scénario est-il envisageable? Est-ce que c'est une crainte que vous partagez, vous aussi? Bien sûr, quand on voit le schéma des bombardements intensifs, des civils, des attaques contre des infrastructures civiles essentielles telles que les hôpitaux, les attaques contre le personnel humanitaire, on voit un schéma qui se répète. Il y a quand même une différence entre la situation au Liban et à Gaza. C'est que Gaza est une zone qui est complètement fermée et donc les civils ne peuvent... Voilà, sont pris vraiment dans une nasse et soumis à des bombardements intensifs sans aucune possibilité de sortir de cette zone. Donc voilà, à un petit détail près, on est vraiment dans la même crainte, angoisse d'un niveau de dévastation similaire, effectivement. Justement, au sujet de la bande de Gaza, aux dernières nouvelles, votre ONG Handicap International employait plusieurs centaines de personnes, à peu près 300 personnes dans la bande de Gaza. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, et d'ailleurs, je rends hommage à toutes nos équipes qui essayent de travailler dans ces conditions absolument effroyables. Il faut savoir que dans la bande de Gaza, nos équipes, tout comme la quasi-totalité de la population de la bande de Gaza, a dû être déplacée plusieurs fois, à chaque fois pour se retrouver dans des zones dites sûres qui en fait étaient bombardées après coup. Donc ça devient extrêmement compliqué. Les gens, la population s'entasse dans des centres, des camps de déplacés, dans des conditions, pas d'accès à l'eau potable, pas d'accès aux soins. Donc c'est effectivement extrêmement compliqué à Gaza. Et on est particulièrement inquiet pour la zone nord de Gaza, où on sait que là, la nasse se referme en fait sur les personnes qui sont coincées là-bas, on est dans un risque de famine. On sait que il n'y a pas d'accès à une alimentation. Donc effectivement, la situation dans la bande de Gaza, tout comme au Liban, c'est pour ça qu'on appelle absolument à un cessez-le-feu immédiat et durable. C'est vraiment la seule chose qui pourra permettre d'acheminer cette aide humanitaire. Et effectivement, au sujet du nord de la bande de Gaza, on le sait, Israël mène une offensive depuis le 6 octobre. Les groupes palestiniens, selon le haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, Volker Turk, sont aussi responsables de violences dans la zone, puisqu'ils utilisent des zones qui sont justement, qui abritent des civils. Volker Turk, il parle aujourd'hui de possibles crimes contre l'humanité commis dans cette zone. Est-ce que vos équipes à Handicap International ont accès à la zone nord de la bande de Gaza? Non. C'est un huis clos humanitaire? Oui. Nous n'avons aucun accès à la zone nord de Gaza et je pense qu'il y a quasiment aucune organisation humanitaire qui aujourd'hui a accès à cette zone. Le droit international humanitaire exige de protéger les civils, exige que ceux-ci ne soient pas pris pour cible et exige que l'aide qu'ils puissent avoir accès à une aide humanitaire. Donc pour l'instant, effectivement, ces principes sont complètement bafoués et nous sommes extrêmement inquiets du signal que ça envoie d'érosion des normes du droit international, de l'impunité en fait, l'impunité avec laquelle les forces armées israéliennes et les groupes armés violent ces principes. Et
nous appelons vraiment en fait à la communauté internationale à prendre des décisions politiques très fortes pour faire pression. Le feu, ça, on a bien compris. Une dernière question pour vous, Sonia Ben Salem. Aneri parlait à l'instant du risque de famine dans le nord de la bande de Gaza. J'imagine que les équipes d'Action contre la faim n'ont pas non plus accès à cette zone. Est-ce que vous avez malgré tout des remontées d'informations sur la situation dans la bande de Gaza concernant ce risque de famine ? Oui, alors nos équipes sur le terrain, en effet, n'ont pas accès au nord de la bande de Gaza. Notre organisation a constaté que, en effet, la sécurité alimentaire est très, très, très faible dans toute la bande de Gaza. Et nous appelons aussi à ce que la faim ne soit pas utilisée comme une arme de guerre, ce qui est constaté aujourd'hui dans la bande de Gaza. Merci beaucoup à toutes les deux. Sonia Ben Salem, coordinatrice plaidoyer à Action contre la faim, et Aneri, directrice du plaidoyer à Handicap International. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.